Alors, Général, Monsieur le directeur de l'IHEDN, Messieurs les généraux, Messieurs les ingénieurs généraux, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, c'est un très très grand plaisir pour moi de vous accueillir au 14e entretien Armement et souveraineté. Alors, les entretiens armement et souveraineté sont tout à fait emblématiques de l'activité de l'association 3AED IHEDN, qui est en fait l'ancienne AHEAR. Et cette année, ils sont dédiés aux nouvelles alliances et aux nouveaux conflits, j'y reviendrai. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à remercier d'abord vous tous qui êtes présents dans ce contexte. J'insiste parce que c'est un événement hybride. Vous n'en avez peut-être pas tout à fait conscience. Ici, on est 70 à peu près. On respecte strictement la jauge, mais nous avons en ligne une centaine de participants, avec une très belle représentation à la fois des auditeurs des sessions armement, économie de défense, de la session sortante, la 57e. Il y a un certain nombre de représentants dans la salle, mais aussi en ligne. Bien sûr, des représentants du ministère des Armées, de la DGA, mais aussi de l'industrie. Je tiens aussi à remercier au premier ordre le Conseil supérieur du notariat pour son chaleureux accueil et qui nous permet de mener cet événement dans de très bonnes conditions, y compris sanitaires. Enfin, les entretiens armement et souveraineté sont en lien étroit avec les activités de notre association. Notre association, c'est l'association des auditeurs et cadres des sessions nationales armement et économie de défense de l'IHEDN, mais aussi du CHEAR. Notre vocation, c'est de fédérer, faire rayonner cette communauté où nous représentons collectivement une communauté d'à peu près 3000 personnes qui rayonnent dans les écosystèmes de l'armement, de la BITD, donc de l'industrie, et du ministère des Armées, y compris, bien sûr, la DGA. Nous avons un pôle d'activité avec des groupes de réflexion et les entretiens armement et souveraineté s'appuient fortement sur les travaux de ces groupes de réflexion. Alors, je tiens particulièrement à remercier Jean-Pierre Cornan, qui est en charge des groupes de réflexion d'Athéna et qui anime ces thématiques. Et nous avons à peu près par an entre 8 et 10 groupes de réflexion. Je remercie tous ceux qui ont mené des groupes de réflexion, même si, eh bien, dans les entretiens armement et souveraineté, nous ne pouvons pas, évidemment, faire le reflet des 8 à 10 groupes qui travaillent. Donc, merci à la fois à ceux qui s'engagent, qui leadent ces groupes de réflexion, et à ceux qui participent, à Jean-Pierre Cornan, à Alain Crémieux pour le groupe de réflexion sur le thème de l'espace et à Patrick Michon sur celui de la BITD. Les ES 2021, eh bien, on a choisi de s'intéresser autour de deux thématiques, nouveaux conflits et nouvelles alliances, dans un contexte géopolitique qui est complètement en transformation. Je dirais que la visite cette semaine de Biden en Europe n'en est que simplement le reflet et la traduction. Et donc, on est dans ce monde à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu, ce qu'on va appeler le VUCA dans certains univers, qui nécessite vraiment d'anticiper. Ce que je souhaiterais dire, c'est que la première table ronde, eh bien, pays émergents et BITD à l'horizon 2035, vraiment adresse cette thématique de recomposition du jeu international dans une vision de prospective et pose la question de quelle est la stratégie pour la BITD française dans ce contexte vis-à-vis des BITD de pays émergents. Je tiens à remercier les intervenants de cette première table ronde
avec Patrick Belloir d'Eurodéfense, Thierry Gueff du comité Richelieu, Olivier Martin d'MBDA et l'ingénieur général François Mestre, animé par Christina Mackenzie, et puis avec comme éminent rapporteur Saad Akedjaj. À partir de 16h, nous aurons une seconde table ronde dédiée à l'espace. Alors l'espace, eh bien, comme d'autres environnements, on a cru assez longtemps que ce serait un univers pacifique, loin de toute zone de conflictualité. Force est de constater, et ça fait déjà plusieurs années que l'on a pu constater cela, et on le constate aussi dans le cyberespace, eh bien que dans nos systèmes, l'espace devient un nouveau terrain de conflictualité. Ça met en jeu des questionnements autour de la pérennité, de nos moyens de navigation, de localisation, de communication. Et tout ça, un certain nombre d'événements récents l'ont traduit, même si l'aventure de Thomas Pesquet donne une image un peu à la fois positive et angélique de l'espace. On n'est pas du tout dans un contexte angélique, loin s'en faut. C'est de plus en plus contesté, source de tension et un nouveau terrain de conflictualité. Donc ce sera le thème de la deuxième table ronde à partir de 16h. Et je tiens à remercier les intervenants qui sont le colonel Thierry Blanc du commandement de l'espace, Gérard Laprand de Thales, l'ingénieur en chef de l'armement Jean-Baptiste Pin de la DGA, Jean-Pierre Serra d'Airbus Defence and Space et l'éminent animateur de cette table ronde, Jean-Claude Tourneur, et le rapporteur Pierre Pelipenko du CNES. Mais avant toute chose, nous aurons l'occasion d'écouter pour son allocution d'ouverture le directeur général Patrick Destremaux dans quelques instants. Et en allocution de clôture, à partir de 17h15, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Kiva, directeur de l'agence Innovation Défense. Voilà pour ce bel après-midi qui nous attend tous. J'espère que je vous souhaite vraiment d'en profiter. N'hésitez pas à poser le plus de questions possible. Pour ceux qui sont à distance, je rappelle que vos questions doivent arriver par SMS et on les prendra au fil de l'eau. C'est un moment d'échange précieux entre personnes de haut niveau sur des thèmes d'actualité. Donc je vous invite à vraiment profiter de cet après-midi. Et je terminerai par vous donner rendez-vous l'année prochaine pour les 15e entretiens armement et souveraineté qui auront lieu en mars 2022. J'en ai terminé. Général. Présidente, Valérie, merci du plaisir et de l'honneur qui m'est fait d'être là avec vous cet après-midi et de pouvoir ouvrir, je ne sais pas, mais en tout cas être avec vous pour ces entretiens. Moi, je crois beaucoup et dans ma carrière d'officier, j'ai nombre de points de vue, d'idées, d'observations sont nés d'une rencontre, justement d'un débat, d'un entretien, d'une occasion comme celle que la 3AED nous offre cet après-midi. Et je l'en remercie. Et puis 14, voilà, ça commence à compter. Non, bravo pour ces entretiens. Moi, je me réjouis d'être avec vous. Je voudrais surtout d'abord vous parler de l'Institut et commencer par cela. L'Institut, c'est des auditeurs. Et je suis très heureux de voir qu'il y a ici des auditrices, des auditeurs qui sont là. Je les en remercie. Non pas que les autres participants n'aient pas autant de valeur, mais je crois vraiment que c'est ce qui fait l'IHEDN, c'est un endroit, un lieu
où des mondes qui habituellement ne se connaissent pas, n'ont pas l'occasion de se croiser, peuvent se rencontrer, écouter, comprendre, débattre et finalement réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, on le voit chaque année, les auditeurs se voient confier des travaux. Cette année, le thème était celui de la souveraineté. L'année prochaine, ce sera celui de la résilience. Et chaque année, il y a des travaux d'auditeurs, non pas qui se distinguent, mais on se dit peut-être que ces auditeurs, ce jour-là, par leur diversité, par peut-être aussi leur liberté de regard, parce que quand on est auditeur à l'Institut, on n'a pas d'enjeu personnel, sauf celui peut-être de nouer des amitiés qui dureront. Eh bien, dans cette liberté de pensée et d'échange, naît parfois des idées vraiment intéressantes. Je pourrais citer quelques cas d'écoles, d'études qui ont non seulement, je pense, ont intéressé les auditeurs, mais au-delà, ont intéressé l'État, les pouvoirs publics, l'industrie. Et je les en remercie et je les en félicite. Moi, je me suis forgé une conviction en 3 années à la tête de l'IHEDN, et une conviction qui d'ailleurs s'est nouée dans le débat. Pour certains, je ne dis pas pour beaucoup, pour certains, l'Institut, c'est un lieu, c'est une école, c'est un lieu d'apprentissage, de rencontre, et comme on le dit souvent, de liens. Et d'ailleurs, quand quelquefois j'entends mais on vient à l'IHEDN pour se faire un réseau, et je dis mais heureusement, c'est quand même une grande partie de l'objet. Je suis convaincu que l'État, mais plus loin notre nation, elle a besoin de tissus, de fabriques comme la nôtre, qui créent des liens et ensuite les maintiennent. Et les maintenir, voilà, c'est ce que fait Valérie, ce que vous faites tous, mais j'y reviendrai après. Et donc il y a eu un débat sur, finalement, est-ce que les auditeurs viennent apprendre? Et ou est-ce qu'on doit attendre plus de l'IHEDN? Pour tout vous dire, nous sommes en train de terminer un livre sur l'histoire de l'Institut, qui sera, je l'espère, publié en novembre de cette année. Et donc là, on est dans le débat sur le titre. Et moi, vraiment, j'ai souhaité que le titre de ce livre, le sous-titre, pardon, ça soit « Réfléchir à la défense ». Parce que je pense vraiment que l'Institut, mais plus loin la communauté de l'Institut, est un lieu où on réfléchit sur la défense de notre pays, sur la défense de notre territoire et de nos concitoyens, et que c'est un sujet important. Je ne vais pas vous faire là un discours que vous avez tous entendu, parce qu'il est présent dans tous les médias et chez tous les essayistes. Il n'y a rien, je ne cherche pas du tout à disqualifier, mais chez tous ceux qui écrivent sur l'état du monde, aujourd'hui et un peu, mais demain, on est tous conscients que nous faisons face à des défis stratégiques considérables, où même l'intégrité de notre territoire pourrait être menacée. Et l'Institut, je crois vraiment, est là pour faire réfléchir. Je vous dirais en un mot que nous sommes dans une démarche qui est aujourd'hui une démarche qui est en construction. Pourquoi? Parce que réfléchir ne se fait pas, voilà, c'est pas juste une discussion d'auditeurs autour d'une table et un sujet. Je crois vraiment que cette réflexion, pour qu'elle soit pertinente, et je voudrais que ça soit la marque de l'IHEDN, elle doit être stratégique au sens où elle doit être prospective. Voilà. N'essayons pas d'éclairer le présent, il y a énormément de gens, des experts, des conseillers, des ingénieurs, des officiers, enfin une multitude de gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement avertis et qui ont une obligation de réfléchir le présent. Réfléchir à l'avenir, d'abord il y a moins de gens qui s'y intéressent, c'est plus difficile d'une certaine manière, ou en tout cas c'est un exercice différent, mais je pense aussi que c'est un exercice intellectuel qui doit être structuré. Or, ce qui est intéressant, c'est quand vous allez vers le monde universitaire ou le monde de la recherche et vous leur dites « aidez-nous à penser stratégiquement », alors si vous allez dans une grande école de commerce ou une école de commerce, ils vous donnent un certain nombre de méthodes, souvent américaines, qui sont issues des problématiques de fusion et acquisition. Et là, ils seront assez, voilà,
la matrice de BCG, enfin, tout ça, vous connaissez par cœur. Mais quand on dit, peut-on penser des questions stratégiques liées aux enjeux de défense et de sécurité, et quels sont les outils intellectuels dont nous pouvons disposer pour le faire, il y a, en France notamment, parce que la polémologie n'est qu'un sous-produit, si vous voulez, des relations internationales ou de l'histoire, une absence. Et je crois que c'est l'ambition de l'Institut, c'est non seulement de provoquer cette réflexion, mais aussi de l'accompagner, pas uniquement avec des experts référents, qui sont des scientifiques qui aident les comités, pas uniquement avec des tuteurs institutionnels, qui seront ceux qui représentent la commande publique, mais avec un appui méthodologique, scientifique. Et c'est ce que nous sommes en train de construire. Cette année, on est dans un premier temps, on a utilisé, pour ceux qui le connaissent, des méthodes qui s'appellent PESTEL et la méthode des scénarios, qui sont très utiles, mais on n'a pas encore une sorte des éléments d'outillage ou de doctrine qui sont complètement étayés, et ça, l'Institut va le construire avec le temps. Donc c'est un lieu pour réfléchir. Mais je ne crois pas que l'Institut soit le seul, et d'ailleurs, ce que nous faisons cet après-midi, ces entretiens en sont tout complètement la preuve, c'est qu'il y a un auditeur est là pendant, il est là après, et votre engagement ici le montre, et que, eh bien, on a après un double relais, bien évidemment, la 3AED pour la session hier ou aujourd'hui et la majeure demain, j'y reviendrai, et puis la réserve citoyenne et, de l'Institut. D'ailleurs, je suis très frappé, très souvent, ceux qui s'engagent dans une association sont réservistes citoyens par ailleurs et s'investissent. Il y a des membres éminents de l'administration, donc je vais être un peu prudent. Mais quand vous êtes dans une administration, vous êtes dans un rythme bien évidemment politique, bien évidemment opérationnel, qui vous prend et qui, quelque part, vous enferme. Alors certains diront que c'est l'écume des jours, d'autres, c'est simplement, il faut créer de la valeur tous les jours, et on est derrière un projet, une norme, une opération, chacun dans son métier, et la capacité à penser demain différemment, elle est vraiment difficile. Non pas que voilà, la haute fonction publique, les ingénieurs, les administrateurs civils aujourd'hui de l'État demain, les officiers soient idiots. Non, au contraire, je pense qu'on a vraiment une fonction publique, une haute fonction publique de très très grande qualité. C'est juste que vous n'avez pas l'espace intellectuel et mental pour le faire. Et donc, à l'Institut, dans ces associations, dans la réserve citoyenne, avec le fonds de dotation, et je crois que c'est important d'ajouter le fonds de dotation de l'IHEDN dans ce triptyque, il y a là des lieux d'éclairage. Je ne dis pas que nous verrons toujours juste, mais de temps en temps émergera une idée. Alors pour être complètement polémique, parce que de temps en temps il faut, surtout à cette heure de la journée, il faut dire des choses. Moi, j'avais proposé un jour qu'on fasse une analyse rétrospective de la stratégie drone française. Voilà. Pourquoi aujourd'hui ce sont des Reapers américains qui sont finalement une des armes les plus critiques, en tout cas sans laquelle notre capacité à tuer efficacement des responsables djihadistes ou ceux qui les entourent serait très affaiblie. Voilà. Alors, comme je suis de l'armée de terre, je peux tout motoriser, je peux dire finalement un drone c'est pas piloté, et puis notre industrie aéronautique n'a jamais fait de drone. Voilà. Je suis désolé d'être, non, je ne devrais pas dire ça, mais c'est intéressant. Et en fait, la question que l'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a demain, et là je reprends mon képi d'officier, des capacités qui seront clés en termes de supériorité opérationnelle et sur lesquelles soit les armées, soit l'industrie ou avec la Direction générale pour l'armement ne voient pas à quel point il y a là un facteur de rupture. Et c'est un exercice difficile. Voilà. Voilà, sans provocation, mais très sérieusement, je voulais partager ça avec vous. Maintenant, 2 mots de l'AED, de l'armement économie de défense. Parce que je sais que ça a suscité des inquiétudes.
des échanges. Je vois là des membres éminents du groupe de travail qui a contribué à penser la conception générale, puis la conception particulière de ce qui sera, à compter de septembre, la majeure armement économie de défense au sein de la nouvelle session nationale de l'IHEDN. En un mot, la session nationale de l'IHEDN, 250 auditeurs qui seront tous un tronc commun, et puis ensuite 5 majeurs qui sont historiques et que vous connaissez: armement économie de défense, politique de défense, souveraineté numérique et cyberdéfense, enjeux et stratégie maritime, et depuis à cette rentrée, défense et sécurité économique. Et je veux saluer là le chef de la majeure et son adjoint, Jacques Roujanski et Patrick Perret, qui vont la porter et qui créent de toutes pièces aujourd'hui. Donc, une nouvelle majeure, convaincue, si vous voulez, que dans les rapports de force entre les États, bien évidemment, il peut y avoir une dimension diplomatique, il peut y avoir une dimension militaire, mais il y a aussi, et peut-être en ce moment surtout, une dimension économique. Et qui regarde aujourd'hui une stratégie chinoise très construite et très délibérée, en employant un mot qui n'est pas tout à fait français, je pense ne démentira pas ses propos. Cette majeure, je crois qu'on a réussi, alors certains le contesteront peut-être, à marier deux mondes. Celui de donner à nos auditeurs une appréhension globale des enjeux, parce que je ne crois pas qu'on puisse raisonner notre industrie de défense sans la raisonner dans des éléments de contexte plus large, notamment d'affrontements entre les puissances, mais aussi d'alliances qui peuvent être très compétitives, hein, et que c'est uniquement quand on a cette vision d'ensemble qu'après, on peut poser des enjeux plus spécifiques liés à l'armement et à l'économie de défense. Cette majeure, je sais qu'elle est importante pour l'industrie. Vraiment, et d'ailleurs les représentants de l'industrie me l'ont dit, je sais qu'elle est importante pour la DGA, ne serait-ce que parce que, si vous voulez, quand je regarde un parcours, je ne me prononcerai pas sur les diplomates, mais un parcours d'officier, vous avez une formation initiale, des étapes de formation continue, vous en avez deux d'ailleurs, qui font l'objet de beaucoup d'échos dans la presse, l'école de guerre d'un côté, le centre des hautes études militaires. Et dans le monde des ingénieurs, eh bien, d'une certaine manière, le CHEAR hier, l'IHEDN aujourd'hui tiennent, pas tout seul, mais tiennent une part de cet objectif de formation continue dans un parcours professionnel qui, à un moment donné, franchit des étapes de responsabilité. Et le fait de relever un peu la tête et de prendre du recul, d'échanger avec d'autres est sans doute particulièrement important. Donc on a eu énormément d'échanges. Moi, la garantie que je vais vous donner, c'est que la majeure AED qui commencera en septembre sera plus riche que la session AED qui se termine en ce moment en juin. Voilà, ça c'est l'engagement que je prends devant vous. Et hier, nous avons eu le premier comité de pilotage de la majeure armement économie de défense, présidé par l'ingénieur général de classe exceptionnelle Joël Barre, donc le délégué général pour l'armement lui-même, qui s'était déplacé à l'Institut. Je l'en remercie vraiment. Et pendant 1h30, on a échangé. Et moi, je voulais surtout m'assurer que finalement, le délégué, en tant que très grand prescripteur de l'Institut dans ce domaine, était assuré que les besoins de formation, d'abord de ces ingénieurs, mais plus largement de la communauté qu'il porte, puisqu'il est responsable de la politique industrielle de défense, je vais dire les choses simplement, y trouver son compte. Et que ces besoins de formation seraient satisfaits. Je n'aurai qu'un message. Je crois que et j'ai vu, c'est dans le contenu que nous allons proposer, on va, et c'était un point important, je vous ai parlé des travaux de comité et donc de réflexion. Je ne vous parle pas des conférences ou les conférences, enfin, je vois bien quelle est l'attente des auditeurs. Ils veulent rencontrer les premiers responsables, échanger avec eux, des patrons d'industrie, des patrons d'administration, des grands chefs militaires, parce que c'est dans ce contact direct qu'on peut toucher d'une certaine manière les préoccupations des premiers responsables. Ensuite, quand on va, et c'est là mon point, sur le terrain, on peut appréhender de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus humaine des enjeux.
Et ce que je voulais vous dire et vous assurer, c'est que les missions ou les déplacements qui ont souvent fait l'objet de questionnements. Parce que parfois, on pourrait juger que dans le monde d'aujourd'hui, se déplacer est un luxe et que l'État, forcément, n'aurait pas à le prendre en charge. Moi, je suis absolument contre cette idée. Je pense qu'on ne peut pas raisonner nos alliés et nos adversaires de manière purement intellectuelle par la lecture et une discussion entre Français. C'est une faute contre l'esprit. Je suis convaincu, et je l'ai vraiment vérifié, que c'est dans la rencontre, dans l'échange, que l'on peut finalement appréhender l'autre. Est-ce que j'arrive à comprendre ce qu'il pense? Est-ce que j'arrive à comprendre ce qu'il pense de moi? Et sans ces éléments de compréhension, je suis certain que nombre de ce que nous raisonnons en termes de stratégie peut faire échec. Moi, je vous citerai qu'un seul exemple. Grâce à la session maritime, j'étais en Corée du Sud. Et en Corée du Sud, nous avons été reçus par le président de la Commission de la Défense, donc au Parlement coréen. Et comme le savent le faire les Coréens, c'était magnifique en termes d'accueil, de qualité. Je ne dis pas de théâtre, mais en tout cas de prestige. Et là, ce président de la... Bon, vous savez tous que les forces sud-coréennes sont sous commandement opérationnel américain. Il n'y a pas de SEMA coréen. Il y a en fait un chef d'état-major des armées américain qui commande des forces coréennes qui sont intégrées très profondément dans une alliance. Pendant les 2 heures où nous avons été là, il n'a jamais mentionné les États-Unis. Il n'a jamais mentionné les États-Unis. Et son message était très simple. Nous voulons nous réunir avec la Corée du Nord. Nous ne sommes pas capables de faire ce que l'Allemagne de l'Ouest a réussi. En d'autres termes, nous ne sommes pas capables ou nous ne voulons pas payer cette réunification compte tenu du différentiel économique qui existe entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul partenaire avec lequel nous pouvons accélérer le rattrapage de la Corée du Nord, c'est la Chine. Notre partenaire stratégique, économique, c'est la Chine. Et on a eu pendant une demi-heure la présentation d'un certain nombre d'axes de coopération et notamment le développement de voies ferrées entre la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud pour accélérer le développement de la Corée du Nord. Moi, je vous laisse imaginer, et je laisse imaginer à mes enfants, malheureusement, si un jour la Corée du Nord et la Corée du Sud se réunifient et que d'un seul coup, la Chine se retrouve, parce que son territoire et son territoire d'influence s'est étendu jusqu'à la Corée du Sud, très proche du Japon, ce que seront obligés de faire les Japonais et donc les Américains. Et ce qui nous pose à nous une question, quand je tire un peu ce fil-là. Nous sommes liés par une alliance avec les Américains. Voilà, vous connaissez tous cet article 5 qui nous rend solidaires. Est-ce que nous serons solidaires des Américains si d'aventure ils s'engagent dans un conflit militaire dans l'Indo-Pacifique? J'ai posé cette question aux auditeurs cette année. Ils étaient, je crois, à peu près 150, et je leur ai dit combien d'entre vous accepteraient que vos enfants se sacrifient aux côtés des Américains face aux Chinois? Je ne vais pas vous demander, je pourrais vous faire la même question, puis regardez les mains se lever, je vais vous donner le chiffre. Il y a eu 5 mains levées. 5 mains levées. Et il y avait un Américain dans la salle. Il y avait 3 officiers américains dans la salle. Moi, je peux vous dire qu'ils ont regardé. Ils ont regardé, finalement, jusqu'où nous sommes solidaires. Et ils ont tous en souvenir que, même si les pertes américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale n'ont jamais été de l'ordre de grandeur de celles de la France et du Royaume-Uni, je ne parle pas de la Russie, qui a en fait gagné la guerre contre l'Allemagne, et de l'URSS qui a gagné la guerre contre l'Allemagne, enfin, ils se souviennent. Voilà. Je crois, je vous ai dit à quel point tous ces enjeux me paraissent importants et qu'il faut les raisonner. Je terminerai simplement sur les 2 sujets de cet après-midi, pour vous dire que je n'ai aucune légitimité à en parler, donc je ne parlerai pas du tout du partenariat avec les pays émergents. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous ce que j'ai entendu de la restitution des auditeurs de la session politique de défense
qui ont travaillé sur les enjeux de souveraineté et notamment sur l'espace. Et je crois d'ailleurs qu'on a ici une auditrice de la 71 qui est particulièrement savante du sujet. Mais moi, ce qui m'a intéressé, et peut-être c'est l'idée que j'ai retenue, c'est que finalement, l'espace est devenu un lieu d'affrontement, qui a aujourd'hui des risques, je pense que ça va faire l'objet de débat et je ne vais pas y revenir, mais qui a peut-être une question de territorialisation. Et ça m'a beaucoup intrigué. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, la territorialisation de l'espace? Moi, je vois bien ce que c'est que la territorialisation de la mer. Enfin, voilà, les accords de Montego Bay. Je vois bien ce qu'on a fait dans l'Arctique. On prend une tarte, puis on fait des tranches de tarte, qui sont des projections, finalement, des pays qui en sont pas riverains immédiats, mais un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire que la territorialisation de l'espace? J'en suis... Valérie, je n'ai aucune compétence, mais je me dis, tiens, c'est une question, je découvre là un champ à la fois d'affrontement stratégique, mais peut-être dans ce champ, il y a finalement une doctrine, des concepts, et un peu plus loin un droit international à construire que nous n'imaginons pas aujourd'hui. J'étais très heureux de venir. Je remercie Valérie de cette opportunité qu'elle m'a donnée de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous présenter ce qu'était l'importance pour nous et la mission que nous avons vis-à-vis de vous dans le domaine de l'industrie de la défense, qui aujourd'hui principalement portée à travers donc la majeure armement économique défense, le fonds de dotation de l'Institut, et bien évidemment dans le lien que nous avons avec la 3AED. Je crois que mon temps de parole, il me reste encore 3 ou 4 minutes. Et donc, je ne sais pas si je n'ai pas été clair ou si vous aviez besoin d'un complément d'information. Je suis vraiment à votre disposition pour vous répondre. Voilà, c'est le sujet ou c'est l'heure, je ne sais pas. Alors, moi général, j'ai une question, mais je vous demanderai d'être bref. Vous avez posé la question de la territorialisation de l'espace, au même titre qu'on voit cela sur l'espace maritime ou terrestre. Que pensez-vous de la territorialisation du cyberespace? Alors, j'ai aucune compétence pour répondre. Par contre, moi, j'ai un message sur le numérique et le cyber. Je me souviens très bien, l'an dernier, quand on a eu la journée qui est organisée chaque année par le fonds de dotation, et d'ailleurs, où à chaque fois, d'ailleurs, la ministre des Armées, je la remercie, vient conclure ou ouvrir les débats, il y a eu une réaction d'un parlementaire qui, pour moi, était très... Je ne dis pas symptomatique, ça serait péjoratif, mais très révélatrice aujourd'hui d'interrogations, parce que je les entends de manière récurrente, et qui est, mais finalement, pourquoi on continue à investir des hommes et des euros dans les avions, les bateaux et les chars, alors que demain, ou aujourd'hui, la guerre est numérique? Et je crois que pour un certain nombre de nos concitoyens, c'est une question. C'est finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas de champ d'affrontement et qu'on a une forme de corporatisme militaire qui s'accrocherait sur ces vieux jouets. Bon. Mais pourquoi je le cite? Parce que ce n'était pas une réflexion anodine. C'était bien une réflexion, enfin, quelque chose d'un peu pensé et qui voulait interroger notre modèle. Moi, j'ai eu une réponse très simple, c'est ça que je voudrais partager quand vous me posez cette question, Valérie. C'est qu'on ne vit pas dans le cyberespace. Voilà. C'est peut-être un espace ludique, c'est peut-être un espace de rencontre, j'en sais rien. C'est certainement un espace où on échange de l'information, mais on ne vit pas dans le cyberespace. Les hommes y vivent sur Terre, le plus souvent, quelquefois sur mer, très brièvement en l'air. Et donc, qu'il y ait demain des guerres hybrides, ça j'en suis absolument convaincu. Que nos adversaires utilisent tous les leviers de supériorité opérationnelle qu'ils peuvent s'approprier, j'en suis certain, et nous ferons la même chose. Et dans les leviers de demain ou d'aujourd'hui,
il y a cette capacité à affaiblir, voire à neutraliser son adversaire par une arme qui serait numérique, par une offensive numérique. Mais là, on a la confusion entre une modalité, voilà, je vais utiliser l'espace numérique pour affaiblir et éventuellement dominer mon adversaire, et puis une finalité de l'État qui pour moi n'a pas changé. Les États, excusez-moi, je suis d'une école très classique, comme je dis souvent, moi j'ai été formé par... J'avais emmené Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, quand je fais mon première opération dans le désert. Voilà, c'est les États recherchent la puissance, la sécurité et la gloire. Et la puissance et la sécurité, ça passe par le contrôle direct ou indirect des territoires et des populations. Que je ne sois pas mal exprimé. Je ne dis pas que le champ numérique n'est pas un champ d'affrontement. Au contraire, je pense qu'il l'est et qu'il le sera, surtout s'il donne des opportunités de prendre l'ascendant de manière asymétrique sur des adversaires qui seraient insuffisamment préparés, et pour aller très profond dans le système nerveux numérique, donc pour parler comme un officier, dans notre système de commandement, mais aussi de combat, mais que ça soit le champ principal d'affrontement, je ne le crois pas. Merci beaucoup pour ce point de vue. Je propose d'applaudir et de remercier chaleureusement le général d'Estremo pour son allocution.